pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, pour ceux qui me connaissent ou pas, je m'appelle Benoît Cozanet, je suis le directeur commercial de What Matters. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que je travaille chez What Matters. J'ai un passé dans la construction de centrales hydroélectriques, donc j'ai vraiment tout un background sur le côté technique et la partie énergie que je maîtrise assez bien. Aujourd'hui, What Matters, qui on est? Donc on est vraiment un partenaire expert sur tout ce qui est énergétique en copropriété. On existe depuis 2015 à Bruxelles. On travaille exclusivement pour l'instant à Bruxelles. On commence à s'étendre en Wallonie. Je sais qu'il y a plusieurs gestionnaires qui me posaient la question de savoir si on allait pouvoir faire des offres sur des ACP en Wallonie. C'est le cas depuis quelques mois. On commence au compte-gouttes à titrer des projets et notamment sur des bornes de recharge, parce que le système il est duplicable au niveau des bornes de recharge en Wallonie. Voilà, pour l'instant, on est une équipe de 30 personnes, voilà, ingénieurs, des techniciens, des financiers, toute une équipe sales aussi. On a bien grandi depuis 2 ans, donc on est vraiment une équipe assez soudée pour répondre à toutes les problématiques et suivre aussi tous les projets. Aujourd'hui, on a rénové 160 copropriétés, on a investi 11 millions de chiffre d'affaires. Vous avez dû le voir passer peut-être dernièrement, dans les 2 dernières semaines, on a fait une levée de fonds. Enfin, on a eu un financement un petit peu particulier de 10,75 millions d'euros pour financer en fait tous les projets qu'on peut faire en tiers investissement. Les bornes en font partie. Donc voilà, on est assez content. Au niveau de nos activités, on est bureau d'études intégré. On fait aussi nous-mêmes la construction et toute la partie chantier. On sous-traite une partie, par exemple pour les bornes de recharge, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On achète nous-mêmes les bornes, on les installe avec des électriciens qu'on a en sous-traitance, avec qui on travaille déjà. Et toute la partie suivi et gestion est faite aussi en interne. Donc on a vraiment des personnes à temps plein qui ont été embauchées pour gérer toute la partie borne. Le financement, c'est aussi What Matters qui s'en occupe. Donc, on a plusieurs partenaires. On a Belfus, on a Finance Bruxelles, on a une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Econova aussi, qui nous aide à financer tous ces sujets-là. Et toute là, maintenant, c'est l'exploitation pendant la durée du contrat. C'est aussi nous qui nous en occupons. Voilà, vous nous avez connus à la base pour la cogénération. Je passe rapidement sur les systèmes qu'on utilise. Donc, on fait toujours du leasing de chaufferie, on fait toujours du tiers investissement photovoltaïque, de l'isolation, mais en fonds propres cette fois-ci. Les bornes de recharge, c'est le sujet qui nous intéresse, et le partage d'énergie sur lequel on est assez en avance. Donc, aujourd'hui, sur les bornes de recharge, on a eu beaucoup de questions vis-à-vis des syndics et aussi des copropriétaires. C'est un sujet qui est assez technique et juridique. Je ne vais pas survoler le sujet, je vais essayer de rentrer vraiment dans la technique pour que vous ayez les armes pour pouvoir répondre aux questions des copropriétaires, pour que tout le monde sache vraiment de quoi il leur tourne. Je vais essayer de vraiment vulgariser, expliquer tout ce qui se cache derrière les choix qu'on peut faire au niveau technique et aussi au niveau des banques. Parce que c'est vraiment la partie juridique et la partie technique qui drive un petit peu tous les choix qui sont faits aujourd'hui. Donc, au niveau de la base légale, il faut savoir qu'il y a 2 réglementations qu'on doit suivre. Il y a la prescription technique de Sibelga. Je vous ai mis à chaque fois les liens, comme ça vous pourrez retrouver tous les éléments dont je parle. Donc, vous avez cette prescription technique qui date d'octobre 2024. Donc, c'est le texte légal de conformité de mise en place des bornes. Ça, c'est Bruegel et Sibelga. Il est inchangé depuis 2 ans. Et les discussions qu'on a avec Sibelga nous expliquent quand même qu'on est parti sur un texte qui ne va pas réellement bouger d'ici quelques années. C'est une prescription technique qui existait déjà, qui a simplement été votée, donc on la connaissait déjà. Nous, chez What Matters, on a travaillé avec Sibelga à la rédaction de ce document technique. Donc on connaît très bien les ressorts un petit peu de tout ce texte. C'est une des prescriptions sur lesquelles on doit se baser. Et il y a une autre prescription qui est la certification RJE. Ça, c'est vraiment la certification électrique qu'on doit faire passer pour pouvoir réceptionner les bornes quand on les installe. Donc, il y a 2 choses. La prescription technique de Sibelga, c'est vraiment le mode d'emploi de comment on doit installer et superviser des bornes de recharge dans des copropriétés.
Et la deuxième chose, c'est plutôt technique, comme sur l'installation de photovoltaïque ou quoi que ce soit au niveau électrique dans un bâtiment, on a une certification RGIE à suivre. Dans le cadre légal, vous avez, vous le savez, l'obligation maintenant de passer par des bornes de recharge. Ça veut dire que les prises classiques sont totalement interdites. Les modes 3 et 4 sont obligatoires. Donc, il y a les modes 1 et 2 qui sont les prises domestiques classiques. Ça, c'est totalement interdit. Et les modes de recharge 2, c'est un mode hybride qui est aussi interdit. Aujourd'hui, on est sur des bornes de recharge qui doivent être linkées à un compteur commun. Mais ça, je vous reparle juste après. Vous avez le droit à la prise. Donc, tous les résidents, même les locataires, peuvent exiger l'installation d'une borne. Et vous, en tant que syndic, vous avez l'obligation, premièrement, de mettre le point à l'Assemblée générale, s'il y a une demande, et de répondre dans un délai raisonnable à la demande du copropriétaire. Évidemment, ça dépend de la pression que la personne qui voudra avoir une borne mettra sur la copropriété. Et évidemment, s'il souhaite aller en justice, il n'y a pas de décision qui est prise par l'Assemblée générale. Donc, vous avez tout intérêt à quand même ouvrir le débat, lancer les discussions dans la copropriété, dans vos copropriétés, pour vraiment regarder ce sujet-là. La décision, elle a été facilitée. Il y a un vote avec une jurisprudence qui est à la majorité absolue en Assemblée générale. Au niveau des normes techniques, c'est ce que je vous expliquais, donc obligation avec un RGIE. On a l'autorisation d'avoir des bornes 22 kW dans les copropriétés, alors que dans du résidentiel classique, dans des maisons, c'est du 11 kW. On a un système de load balancing, j'expliquerai aussi ce que c'est juste après. Et donc, on a aussi toute la partie sécurité incendie. Ça, nous, on ne s'en occupe pas chez Matters, mais vous avez toute une détection incendie qui est obligatoire au-delà de 1250 mètres carrés et sur des parkings de plusieurs étages. En gros, le cadre au niveau de la sécurité incendie, il est en train d'évoluer aussi. On s'attendait à avoir d'autres réglementations, ce qui n'est encore pas le cas. Mais il y a eu vraiment une base à savoir, c'est qu'en dessous de 1250 mètres carrés sur un seul plateau, la détection incendie n'est pas obligatoire. Donc, quand on parle de détection incendie, on parle vraiment des capteurs de fumée qui sont installés partout dans le parking et dans les box, s'il y en a. Si vous êtes en dessous de 1250 mètres carrés, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le préconiser à la CP, évidemment. Et les tarifs encadrés, j'y reviendrai aussi. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, installation d'une borne de recharge qui est obligatoire, un compteur dédié, du load balancing. Le load balancing, c'est le fait que toutes les bornes puissent communiquer entre elles, puisque Sibelga nous explique aujourd'hui qu'ils vont donner des compteurs communs pour les bornes qui vont être maximum capés à 250 ampères, ce qui est déjà une belle puissance, mais on est obligé de respecter ce compteur unique de 250 ampères. Le compteur commun peut être soit un compteur existant, soit un nouveau compteur. Si c'est un compteur existant, on pourra faire une augmentation de puissance en fonction de la puissance qui est déjà sur ce compteur-là. Autrement, on peut en demander un nouveau. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps des nouveaux compteurs pour les bornes. On peut en réutiliser. On voit souvent dans plusieurs copropriétés où on a 5, 6, 7 compteurs communs. On peut en réutiliser un et le dédier directement aux bornes. Et le load balancing, pour que vous compreniez, comme on n'a qu'un seul compteur commun, on va devoir répartir la charge, et cette répartition de charge doit se faire avec un logiciel qui va piloter les bornes et qui va répartir les charges en fonction de la consommation à un moment donné. J'ai une petite animation après, comme ça vous allez mieux comprendre. La difficulté pour vous, c'est que le compteur commun doit être dédié et donc vous pouvez soit récupérer, soit faire une demande de nouveaux compteurs. Dans le cadre de Wattmatters, nous on s'occupe de toute la gestion de Sibelga. Si vous passez par notre installateur, potentiellement, c'est vous qui allez devoir traiter ce sujet-là. Il y a évidemment la difficulté de vote des installations, qu'ils soient en fonds propres ou pas. On se rend compte qu'en fonds propres, déjà, c'est très compliqué de devoir faire financer ces installations. C'est pour ça qu'on a développé des offres en tiers investissement, parce que évidemment aujourd'hui on a peu de demandes de bornes en ACP. Sur le volume d'affaires aujourd'hui qu'on a chez Wattmatters, on se rend compte qu'on est aux alentours de 5 à 10% grand maximum de demandeurs de bornes dans les parkings. Et donc on est quand même sur une minorité par rapport à une majorité de copropriétaires.
Et évidemment, il y a une religion aujourd'hui au niveau pas des bornes de recharge, mais des véhicules électriques. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ceux qui sont vraiment anti-véhicules électriques pour tas de raisons qui ne sont pas obligatoirement très fondées. Mais aujourd'hui, nous, la solution, c'est qu'on apporte une solution pour essayer de débloquer les situations dans les copropriétés pour pouvoir répondre à la demande, puisqu'aujourd'hui, un seul copropriétaire ou locataire qui veut avoir une borne a la loi, on va dire, derrière lui pour pouvoir forcer la copropriété à faire des investissements. Alors, je vous ai fait un exemple de puissance et de phase pour le dimensionnement d'une installation. Donc, dans vos bâtiments, vous avez deux cas. Le cas où on est en réseau 3x230 et on va comparer le triphasé au monophasé. Donc, aujourd'hui, soit vous êtes en 3x230 et donc vous êtes sur du monophasé, soit vous êtes en 3x400 volts et vous êtes sur du triphasé. Les bornes sont aussi soit en monophasé, soit en triphasé. Nous, on utilise une marque qui s'appelle Zaptec, qui fonctionne en triphasé. On l'utilise pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'on peut recharger beaucoup plus de véhicules avec une seule installation, avec du câble en triphasé. Donc les bornes, donc je prends le cas numéro 1, vous avez un bâtiment qui est en 3x230, soit donc le bâtiment est en 3x230, soit vous réutilisez un compteur existant, qui sera du coup en 3x230, et vous n'aurez obligatoirement que des bornes en monophasé. Et donc là, elles pourront donner une puissance de 1,4 à 7,4 kW maximum. Donc on parle de triphasé, donc on câble l'installation en triphasé pour anticiper le futur, mais en tout cas, la borne ne pourra débiter que 7,4 kW maximum. Si dans un bâtiment qui est toujours en 230 volts, en monophasé, on a la possibilité d'aller demander à Sibelga un nouveau compteur. Et évidemment, si dans la rue, c'est souvent le cas, on a du 400 volts, on a la possibilité d'avoir dans un bâtiment de 230 un compteur triphasé en 400 volts dédié aux bornes. Et là, on se retrouve dans le cas numéro B. Donc, soit on a un bâtiment déjà en triphasé avec un compteur triphasé, soit, pour la plupart des cas, on va demander un nouveau compteur, et là, on aura du 400 volts. Là, on pourra installer des bornes jusqu'à 22 kW en triphasé. Donc, on pourra réguler entre 1,4 et 22 kW avec une répartition automatique des phases. Donc, pour bien comprendre, sur du triphasé, on a 3 câbles. Donc, on a un câblage commun qui se fait dans l'entièreté du parking. Ce câble est en triphasé et les bornes ont la capacité de changer de phase et de soit être sur du triphasé, soit être sur du monophasé, ce qui permet de répartir beaucoup plus de puissance, puisque comme on a 3 câbles dans une partie triphasée, on a la capacité d'électrifier 3 fois plus de bornes, quand on a évidemment beaucoup de bornes qui vont se connecter. Je vais vous montrer un petit exemple, comme ça vous allez mieux comprendre, avec une démonstration. Imaginons qu'on a un compteur qui est de 80 ampères, qu'on est sur du triphasé. Donc on voit qu'on a 3 pôles et qu'on est avec du 32 ampères. Je peux activer les bornes. Donc là, on est sur plusieurs circuits. Donc on est sur un circuit total, mais on est raccordé à un tableau. Et donc on est sur un câblage commun. Si on active une première borne, on voit qu'on a une borne qui va débiter 22 kW. Donc on est au maximum avec du triphasé en 32 ampères. Si on en active une autre, on a une petite baisse. C'est ça le load balancing, c'est que ça va répartir la charge. Si on en active une autre, évidemment, on est arrivé au maximum de ce que peut donner le compteur, et donc on va avoir une répartition. Donc on va baisser la puissance de recharge. Et donc tout le monde pourra se recharger, mais avec une puissance un peu moindre. La même chose quand on active d'autres bornes. Plus, évidemment, on va activer des bornes, plus ça va répartir. Et il y a une répartition de premier arrivé, premier sorti. Donc on va privilégier les premières bornes en leur donnant un petit peu plus de puissance, parce que le logiciel estime qu'on va d'abord recharger ceux qui sont arrivés en premier pour pouvoir les sortir de la boucle quand ils seront complètement rechargés, pour pouvoir répartir ensuite le reste de puissance via les autres bornes. Donc vous voyez que si on continue à installer, on a toujours une baisse de puissance, mais tout le monde réussit à avoir de l'électricité et tout le monde réussit à se recharger, ce qui est quand même assez intéressant. C'est la même chose quand on active plusieurs bornes. Donc c'est ça le load balancing, c'est qu'on a Sibelga qui veut protéger son réseau électrique, et donc qui nous donne une certaine puissance et qui dit répartissez la puissance et ayez un logiciel qui va mesurer
les puissances qui sont données aux véhicules pour pouvoir évidemment faire en sorte qu'on ne fasse pas disjoncter le compteur, en tout cas la protection, quand tout le monde veut se recharger. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce qu'on a peu de demandes, mais si demain, on a évidemment beaucoup de véhicules qui se connectent en même temps, on a beaucoup d'appels de puissance, donc il faut pouvoir répartir cette puissance en fonction des bornes. Donc c'est ça vraiment ce qu'on arrive à faire avec le load balancing. L'avantage d'avoir du triphasé, c'est que sur chaque borne, vous allez pouvoir changer de phase et avoir une répartition sur beaucoup plus de bornes. Puisque plus on les active, plus évidemment, on arrive à avoir une répartition de puissance. Ce que vous n'avez pas avec des bornes qui sont monophasées. Donc, je vous donne des marques Alfen, il y a des marques Bosch aussi, qui font des bornes qui sont monophasées et qui n'ont pas la capacité de changer ce système-là de triphasé à monophasé. Vous n'équiperez que 3 fois moins de bornes, enfin, vous n'électrifierez que 3 fois moins de bornes par rapport à du câblage en triphasé. Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser ces systèmes en monophasé, en triphasé. Et c'est ce qu'on préconise évidemment. Il faut savoir que la voiture, c'est toujours la voiture qui pilote la puissance. Donc souvent on se dit on a une borne de telle puissance ou de telle puissance. Les voitures ont des onduleurs avec une certaine puissance et c'est la voiture qui va appeler la puissance. Donc aujourd'hui, par exemple, la majorité des véhicules hybrides ont plutôt des appels de puissance entre 7 et 11 kW. Et donc, la borne ne va débiter que ce que la voiture appelle comme puissance. Et donc, il y a toujours une simultanéité au niveau des bornes. Je vous prends un exemple concret qui est à peu près ce qu'on installe partout aujourd'hui à Bruxelles. C'est un compteur 80 ampères 56 kVA qui est en 400 volts. Donc, avec ce système-là, on va réussir à électrifier 2,5 bornes à 22 kW, puisqu'on a 56 kVA, donc 56 kW. Donc, on a 2,5 bornes qui pourront être à 22 kW. Mais grâce au load balancing, comme je vous l'ai montré, on va réussir à baisser et aller jusqu'à électrifier 40 bornes à 1,4 kW. Donc, évidemment, c'est très peu. Ça va permettre à tout le monde d'avoir de l'électricité, 40 bornes, plutôt qu'avec un système en monophasé, où là, on va électrifier simplement 13 bornes au maximum. Et donc, on a 13 véhicules qui vont recharger, alors que dans le système triphasé, on en a 40. Il y a une autre information très importante, c'est toujours en relation avec les puissances des compteurs. Vous voyez que je vous ai expliqué juste avant qu'on restait sur des compteurs maximum de 250 ampères. Ça, c'est le maximum que Sibelga va pouvoir vous donner. Malgré tout, nous, on bride les compteurs. D'ailleurs, on demande aussi au syndic de copropriété de ne pas faire les demandes Sibelga pour des compteurs de 250 ampères. Pourquoi? Parce que dès que vous passez au-delà d'un compteur 80 ampères 56 kVA, vous changez de tarif. Vous êtes sur ce qu'on appelle un tarif de pointe, avec une mesure de pointe. Et pour faire simple, ce tarif-là, c'est à un moment donné, il va y avoir un appel de puissance important. Si, je ne sais pas, l'hiver, tout le monde, ou cet été, tout le monde a allumé la clim à un moment donné ou a électrifié. Donc, il y a un appel de puissance assez énorme dans le bâtiment. Tout le monde recharge sa voiture en même temps. C'est un autre exemple. Ça va créer une pointe de consommation. Cette pointe de consommation est associée à un tarif. Et ce tarif va devenir le nouveau tarif pour le compteur sur les 12 mois glissants. Et donc, évidemment, ça peut créer des surprises parce que ces tarifs-là sont beaucoup plus élevés que le tarif d'électricité que vous pouvez avoir. Il y a un tarif, en fait, une pointe mensuelle qui est appliquée sur le tarif existant. Et voilà, par exemple, il y a des copropriétés qui ont changé leur compteur en anticipant, en se disant on va mettre du 250 ampères, comme ça on sera prêt. Et ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir 25 000 euros de surplus d'électricité sur ce compteur-là parce qu'ils étaient passés en tarif de pointe. Donc nous, ce qu'on préconise et ce qu'on fait quasiment tout le temps, c'est de rester sur des compteurs 80 ampères, puisqu'on est juste à la limite pour avoir du tarif de pointe. Donc on reste sur du tarif classique. On arrive avec du 80 ampères, avec notre système à électrifier déjà 40 bornes. Donc c'est déjà assez suffisant par rapport à l'ensemble des parkings qu'on peut voir à Bruxelles. Aujourd'hui, nous, les parkings qu'on arrive à installer, c'est de l'ordre de 20 à
Là, on a un projet de 120 places de parking. On en a un autre de 200 qui arrive, mais on est rarement au-delà de 150 places. On en a quelques-uns, mais c'est quand même plus rare. On est plutôt sur entre 20 et une centaine de places. Et donc, avec un compteur déjà de 80 ampères, on arrive à électrifier 40 places. Et donc, on arrive à donner de l'électricité et donner des bornes pour une minorité de personnes qui veulent se connecter. Et demain, quand il y a plus de personnes qui auront des bornes et qui voudront avoir une certaine puissance, bah, nous, on a la capacité de voir quand est-ce qu'il y a une demande assez forte en termes de puissance, et on préconisera au syndic, et on pourra le présenter en assemblée générale, de passer sur un nouveau compteur, et donc de renforcer ce compteur-là et de sortir du 80 ampères, et évidemment de sortir aussi du tarif. Et donc ça, c'est une décision qui pourra se prendre en assemblée générale. Mais évidemment, pour l'instant, on essaie d'être pragmatique, c'est du bon sens, ça n'a rien de dépenser trop cher dans un nouveau compteur qui ne servira pas à grand-chose vu la demande de raccordement et qui coûtera très cher en termes de tarifs d'électricité. Donc ça, c'est assez important. Au niveau du tarif maintenant de rachat, enfin d'injection dans les véhicules, depuis 2025, il y a une obligation d'utiliser le tarif CREG. Donc c'est une limite fiscale, c'est le tarif d'électricité classique que vous avez à peu près partout. Donc on est à peu près à 35 centimes du kilowattheure. Je vous ai mis le lien aussi des tarifs. Si vous avez potentiellement des offres avec des concurrents où ils rajoutent un tarif supplémentaire au tarif CREG, ça peut être considéré comme un avantage en nature et ça peut être aussi taxé par après. Donc il faut vraiment regarder par rapport à ça. Nous, sur les offres qu'on peut faire, on reste sur le tarif de rachat CREG classique, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est un peu légion au niveau légal. Le quart des bornes extérieures, on me pose souvent la question de savoir s'il faut et si on peut d'abord électrifier les bornes extérieures. Donc l'idée, c'est de se dire, on n'a pas envie d'électrifier tout le parking. On va d'abord, en priorité, électrifier des bornes extérieures qui pourraient être communes et donc subvenir un petit peu aux quelques demandes qu'on a pour l'instant pour un petit peu trouver une solution rapide avant de commencer à électrifier tout le parking. C'est possible, c'est pas du tout une contrainte. Maintenant, je tiens à vous alerter sur le fait qu'on n'aura de toute façon qu'un seul compteur. Donc, les bornes extérieures seront raccordées sur une boucle de câblage commun qui ira simplement sur l'extérieur et qui sera raccordée sur ce compteur-là. On ne va pas câbler tout le parking. Mais évidemment, demain, si on a une demande d'un copropriétaire, ça arrivera, qui dit bah non, moi je veux pouvoir me garer dans mon parking et avoir ma borne dans mon parking, la CP aura l'obligation de répondre à sa demande et on devra repartir de cette boucle qu'on aura fait sur l'extérieur pour câbler tout le parking commun. Donc évidemment, le choix du fournisseur qui aura été fait dès le départ impactera aussi la suite du projet. Donc si vous le faites en fonds propres sur du câblage extérieur, sachez qu'après, notre solution de tiers investissement ne pourra pas marcher sur le câblage et sur la solution qu'on pourra mettre dans le parking. Dès que vous partez sur une solution, on est un peu figé par rapport à cette solution, que ce soit en fonds propres ou en tiers investissement. L'avantage du tiers investissement, évidemment, c'est que vous ne financez pas la partie câblage. Voilà. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est un pansement en attendant le fait que des bornes électriques dans les parkings, il va y en avoir, parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui va se réveiller, qui va vouloir avoir sa borne sur son parking privatif. Voilà. Les cabinets de tension, on me pose aussi souvent la question, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a une obligation à mettre des cabinets de tension? Alors, pas du tout. Je tiens à vous rassurer par rapport à ça. À l'heure actuelle, il n'y a aucune nécessité de devoir faire des renforcements de cabinets de tension. Ça revient à ce que je vous expliquais juste avant sur les augmentations des compteurs. La nécessité, elle est moindre parce que si aujourd'hui, vous avez des bureaux d'études qui vous disent qu'il faut renforcer les cabinets de tension, c'est parce qu'ils partent du principe que toutes les bornes vont être équipées et vont consommer à 22 kW. Alors qu'en fait, quand on regarde la consommation, si c'est quelqu'un en bon père de famille qui fait des trajets aller-retour chez lui
et au travail tous les jours, il n'a pas besoin de 500 km d'autonomie tous les jours. Et donc, le simple fait de recharger sa voiture, même avec des très basses puissances le soir, ça suffit largement. Et donc, vu la faible demande en ACP, on n'équipera non plus jamais 100% du parking. Et donc, le renforcement de cabines haute tension, c'est du superflu. C'est dans le cas où tout serait équipé, et donc ça a peu d'intérêt. Voilà. Sachant que si on renforce une cabine de tension, il y a des coûts qui sont quand même assez démesurés, donc c'est pas très intéressant. De toute façon, si la cabine, c'est une cabine réseau, le renforcement de la cabine réseau, si vous demandez, vous, un gros compteur dans votre ACP, bah, ce sera à charge de Sibelga, puisque c'est une cabine réseau, donc c'est Sibelga qui devra faire le renforcement. Les frais qui seront imputés à la copropriété, c'est simplement sur la limite de propriété. Donc, on aura un nouveau câble haute tension, peut-être un peu changé, qui sera financé par la copropriété dans son périmètre et le remplacement du nouveau compteur. Ça, c'est dans le cadre d'une cabine réseau. Si vous avez une cabine haute tension déjà dans le bâtiment, là, il y a un update de la cabine haute tension qui peut être fait, mais il y a peu d'intérêt vu la limite au niveau des compteurs que nous, on met, parce que renforcer une cabine haute tension, ça veut dire qu'il y aurait énormément de consommation. Et aujourd'hui, je pense que quand on a une cabine client, on a largement de puissance pour pouvoir installer des bornes électriques. Donc il y a faut vraiment être assuré par rapport à ces problématiques de cabine haute tension. Il y a aussi des frais pour la demande de nouveaux compteurs, vous n'êtes pas sans savoir. Donc, demander un nouveau compteur, c'est aussi des coûts supplémentaires. Il y a une taxe de 55 € par KVA supplémentaire. Donc, ça, c'est si on demande un compteur qui est 40 ampères, on veut le faire passer en 80 ampères. Bah, voilà, c'est mon troisième bullet point. Vous voyez, on est sur 2200 € plus le compteur et le câble. Par contre, si on demande un nouveau compteur de 250 ampères, bah là, on est déjà à 13 750 € simplement sur la taxe sur le KVA. Plus après, il faut financer le compteur et le câble. Donc, il y a aussi ces frais-là à prendre en compte. Et donc, c'est pour ça qu'on limite les compteurs directement. Ça, je vous ai déjà expliqué. Le risque au niveau des non-conformités, donc il y a plusieurs risques. Il y a le risque au niveau des assurances. Donc aujourd'hui, vous avez des parkings où il y a des bornes qui sont équipées et raccordées privativement. Ça, c'est évidemment non conforme. Techniquement, c'est pas dangereux puisque ça a été réceptionné avec un RGIE. Donc globalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais évidemment, demain, si on demande de mettre une nouvelle installation avec du câblage commun, on n'obtiendra, nous, jamais le RGIE s'il reste des bornes qui sont raccordées au niveau privatif. Il faudra que l'installation soit complètement démontée, ou en tout cas que tout soit mis en conformité dans la copropriété par rapport à cette nouvelle installation. Le risque, il est au niveau des assurances, évidemment, parce que s'il y a un problème au niveau du parking et qu'il y a des bornes qui ne sont pas conformes, bah, les assurances peuvent dire bah, moi, je n'assure pas. Il y a aussi les différences au niveau des bornes de recharge. Malheureusement, les pionniers qui ont déjà installé des bornes dans des parkings sont un peu les perdants dans cette histoire parce que aujourd'hui, les marques de bornes ont verrouillé les discussions entre marques. Donc, le load balancing se fait avec un logiciel et les bornes de marques différentes ne communiquent pas entre elles, malheureusement. Donc, on ne peut pas dire ah, on va installer un type de borne et puis après on changera. On est obligé d'installer le même type de borne. Et donc, si vous travaillez avec un prestataire, globalement, le type de borne qu'il va vous installer, c'est celui qui sera installé partout dans la copropriété. Il faut faire attention aussi à ça. Et malheureusement, on doit démonter les bornes qui sont déjà installées parce qu'elles sont soit obsolètes, soit pas de la bonne marque ou de la bonne conformité par rapport à ce que nous, on pourra installer. Et évidemment, il faut que vous, en tant que syndic, vous soyez alerte par rapport à tous ces sujets-là, puisque le risque, il est aussi supporté par vous. Je pense souvent pas aux bornes qui sont installées, mais plutôt aux prises domestiques. Il y en a beaucoup, souvent pour brancher un aspirateur, recharger une trottinette ou quoi que ce soit dans les parkings. S'il y a le moindre problème par rapport à ça, c'est vrai que ça peut créer des soucis. Ce qu'on conseille, c'est de limiter en fait le disjoncteur qui est raccordé
aux prises électriques dans les garages pour éviter qu'une voiture puisse se recharger, ou tout simplement de couper totalement l'accès aux prises électriques dans les garages pour éviter qu'il y ait le moindre souci. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille par rapport à ça. La refacturation, c'est aussi un des grands enjeux. En étant totalement transparent chez What Matters, au début, on avait pensé que les syndics auraient pu et voulaient s'occuper de ce système-là. Tout le monde nous a dit non, on a trop de travail, ça ne nous intéresse pas du tout de facturer pour refacturer de l'électricité. Donc, il faut bien être conscient que le compteur commun actuellement, le nouveau compteur qui va être donné pour les bornes, ce sera le compteur qui sera géré par le syndic, parce que c'est un compteur commun. Celui qui vous installe une borne va vous donner un logiciel de répartition des charges. Et donc, ce logiciel va vous donner les informations de qui consomme quand, à quel moment. Ça, c'est d'un côté au niveau des bornes. De l'autre côté, vous allez recevoir du fournisseur d'électricité Total Engie Mega votre facture d'électricité globale. Il n'y a pas de répartition. Et vous allez devoir, vous, répartir en fonction des bornes la consommation et refacturer les personnes. Évidemment, vous ne pourrez pas refacturer les sociétés de leasing, où ce sera très compliqué, les locataires non plus. Vous ne pourrez vous identifier que le propriétaire de la borne. Ça va être, je pense, très compliqué par rapport à ça. Et aujourd'hui, la majorité des véhicules sont des véhicules de société et de leasing. Et donc, on a ce qu'on appelle le split billing, qui permet de refacturer directement les sociétés. Vous, si vous êtes propriétaire du compteur et que vous devez refacturer l'électricité, vous ne pourrez pas facturer directement la société de leasing. Ça va être un casse-tête complet par rapport à ça. Donc, voilà, il faut faire attention à tout ce travail supplémentaire que le syndic va devoir assumer sur la refacturation au niveau des bornes de recharge, puisque ce compteur commun-là, vous en avez la gestion. Chez What Matters, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a intégré tout ça, on prend le compteur à notre nom, et donc on peut faire la facturation et gérer tout ce qui est split billing et tout ce qui est refacturation directement aux locataires, aux copropriétaires ou aux sociétés de leasing. Ça facilite énormément les choses. Et vous, syndic, vous n'avez pas à assumer ces problématiques-là. Au niveau de l'incendie et des pompiers, on a fait 2 journées, une avec Sibelga, une avec les pompiers, en tant qu'installateur de bornes électriques à Bruxelles. Pour eux, la réglementation technique qui a été éditée suffit. Le RGIE suffit aussi. Donc, c'est limité évidemment aux bornes. Donc, quand on a un RGIE, on va regarder que l'installation électrique des bornes. C'est-à-dire que si vous avez une non-conformité sur le reste de l'installation électrique de la copropriété, aujourd'hui, les certificateurs RGE ne nous embêtent pas par rapport à ça. Donc, si vous êtes non conforme sur le bâtiment, mais que nous, on fait toute une installation complète, elle sera réceptionnée au niveau RGIE. Les pompiers ne font plus de visites. Donc, il n'y a plus besoin de faire des visites avec les pompiers. Au contraire, ils veulent plus du tout être interpellés par rapport à ça. Ils ont aussi allégé toutes les réglementations par rapport au niveau -1, -2, -3. On a aujourd'hui le droit d'installer des bornes électriques partout, dans tous les parkings. Il y a même des obligations maintenant sur les parkings commerciaux et publics d'équipement, 10, 15, 25% d'équipement minimum dans les parkings. Il faut savoir que les pompiers ont été hyper rassurés par rapport à comment les véhicules électriques se comportaient, quels étaient les départs de feu et la gestion de ces départs de feu. On a vu plusieurs statistiques qui montrent que les véhicules thermiques sont aujourd'hui plus dangereux que les véhicules électriques. Ça, c'est statistiquement parlant, tout simplement parce que les véhicules électriques sont neufs et qu'il y a plus de risques qu'un véhicule thermique ancien qui a 10, 20, 30 ans. Évidemment, et un départ de feu plutôt qu'un véhicule électrique. Il y a maintenant plein de technologies pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel ils sont revenus, mais en tout cas, les pompiers sont assez rassurés. Ils ont aussi pas mal de nouvelles technologies qui leur permettent de sécuriser les installations. Et s'il y a un départ de feu dans un parking, évidemment, que ce soit un véhicule électrique ou un véhicule thermique, il y a beaucoup de chances qu'ils laissent brûler le véhicule pendant un certain temps avant de pouvoir sortir ce véhicule-là et de l'évacuer. Donc voilà, en tout cas, ce qu'ils nous ont expliqué, mais il n'y a pas de problématique sur la gestion et l'installation de bornes par rapport aux pompiers. Tout a été cadré dans le règlement technique et le RGIE.
Au niveau de notre solution, au niveau des bornes de charge en tiers investissement, donc on a essayé au début de faire du fonds propre. Clairement, ça ne fonctionnait pas, ou très mal. Et donc, on a réuni quelques syndics pour discuter avec eux de savoir quelles étaient les problématiques. Clairement, c'est que le fait d'avoir très peu de demandes et beaucoup de personnes qui doivent financer le câblage commun, ça pose problème. Donc nous, notre solution, c'est vraiment, on tiers investit la partie commune. Donc on paye le câblage, le raccordement électrique, le tableau électrique et toute la partie commune. Donc ça veut dire qu'en AG, quand il y a un vote, c'est 0 €. On vote vraiment pour que Wattmatters puisse tout installer et que ça ne coûte rien à la CP en termes communs. Seule chose qu'on ne peut pas gérer, c'est la partie Sibelga. Donc, s'il y a une augmentation de puissance ou un nouveau compteur à demander, ça, c'est la copropriété qui devra assumer ces frais-là. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de demander à Sibelga, puisqu'il faut à peu près 2 à 3 mois avant d'avoir la réponse et le coût de ces travaux. Donc, on préfère que ce soit la copropriété qui le finance. Et par contre, au niveau privatif, chacun va pouvoir acheter sa borne. Et donc, aujourd'hui, on est à hauteur de 3 500 € TVAC. Et dans ces 3 500 €, vous avez le prix de la borne, évidemment, et vous avez la quote-part du câblage commun qui est remboursé à Wattmatters au fur et à mesure de l'installation des bornes. Donc, nous, on fait le pari que pendant la durée du contrat, qui est de 15 ans, on va avoir à peu près 50% du parking qui va être équipé. Et avec ces 50% d'équipement, on va rembourser notre installation commune. Voilà un peu le système. Pendant la durée du contrat, évidemment, on gère tout. On gère la refacturation, on gère aussi le monitoring, le SAV. Tout est géré. C'est aussi une sécurité par rapport à ça. Voilà, on est installateur, mais on est aussi maintenancier de nos équipements. Donc, on est propriétaire des installations pendant toute la durée du contrat. Donc, on va faire en sorte que ça fonctionne. On ne met pas de surtaxe sur le tarif. Comme je l'ai expliqué, c'est le tarif Craig, qui est assez facile à consulter. Et on s'occupe de toute la répartition, de la facturation, pour facturer directement les usagers. Donc, soit on donne des petites cartes qu'on appelle carte blanche. Donc, si quelqu'un nous demande voilà, qu'il n'a pas de société de leasing, bah, il veut pouvoir se recharger. Donc, on l'identifie. Ça peut être un locataire ou un copropriétaire. Et avec cette carte blanche, bah, on identifie aussi le compte bancaire sur lequel on va facturer la personne. C'est précisément qui va être l'acheteur en termes d'électricité. Et autrement, les bornes sont rendues semi-publiques, ce qui permet à n'importe quelle société de leasing, carte de recharge, donc ChargeMap, EDI, tous ces systèmes-là, de venir badger sur la borne pour pouvoir recharger. Donc là, on va aller facturer ChargeMap, EDI, Total, Engie directement pour rembourser la partie électrique. Et au niveau de la borne, donc des 3 500 €, s'il y a des sociétés de leasing qui allouent un budget pour, ce qui est souvent le cas, pour l'installation, on peut faire une double facturation. Une facturation à la société de leasing, c'est à peu près entre 2 à 3 000 € et le reste au copropriétaire pour l'installation de la borne. Ce qu'on demande par contre, c'est d'avoir un minimum. Souvent, on est aux alentours de 4 bornes pour démarrer les travaux sur un parking classique. Donc, ça représente quand même peu de bornes. Donc, il y a deux solutions. Soit on identifie les 4 personnes qui veulent une borne et donc la commande à Wattmatters et on démarre l'installation au moment de la commande des 4 bornes. Si on n'a pas identifié ces 4 bornes mais que la CP veut aller plus vite, elle peut préfinancer les bornes qui sont manquantes. Donc, imaginons qu'on a identifié une personne qui veut une borne et qui la souhaite tout de suite. La copropriété dit bah, moi, je finance les 3 autres. Et à chaque fois que quelqu'un va vouloir racheter une borne, elle va d'abord racheter la borne à la copropriété pour pouvoir rembourser l'investissement qui a été fait. Et ça nous permet de faire l'installation dès que la CP et le propriétaire ont payé leur borne privative. Donc, ça accélère un petit peu les solutions et c'est ce que aujourd'hui beaucoup de copropriétés choisissent, vu que le montant d'investissement est quand même très peu et très limité. Au niveau de la facturation, donc, je vous dis, on a 3 500 € la borne. Il y a un frais mensuel. Ça, c'est tous les installateurs et les gestionnaires de bornes de recharge qui ont ces frais-là. Et on est à 17 € par mois. On est dans la moyenne des frais qui sont appliqués. Ça comprend le SAV, le monitoring, toute la gestion de la facturation et la gestion des cartes de recharge. On garantit la borne donc 2 ans, parce que c'est du matériel, et nous, on a un contrat de 15 ans sur l'installation, et donc évidemment, on sera là pour répondre à toutes les questions et faire tout le suivi par rapport à ça. Et l'intervention
au niveau du SAV, on a un support mail et une hotline. Et s'il y a une intervention physique à faire sur la borne, on le fait sous 5 jours. Donc, on prend le compteur de consommation à notre charge. On prend la gestion en tout cas. Le renforcement, ça, c'est la copropriété qui le gère. Les bornes sont rendues semi-publiques pour pouvoir accepter le split billing. Toutes les offres qu'on avait pu faire par avant, qui étaient un peu plus chères, on a changé notre formule. C'est la nouvelle formule que je vous montre. Évidemment, elles vont être révisées avec cette nouvelle formule. Et donc, voilà. Ça, c'est la borne qu'on utilise. Ça s'appelle Zaptec. C'est une borne qui est suédoise, qui, évidemment, est la plus performante aujourd'hui, notamment pour deux choses. La première, ils ont un compteur qu'on appelle NID, qui permet de faire la refacturation. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont ISO 15118. C'est ce qu'on appelle du bidirectionnel. Ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va arriver parce que les véhicules ne sont pas bidirectionnels aujourd'hui. Un véhicule électrique, c'est simplement une batterie avec des roues. Donc aujourd'hui, une batterie, on l'utilise pour charger, mais on pourrait l'utiliser pour décharger. Et donc on appelle ça V2X. Ça veut dire que la batterie de la voiture pourrait recharger le réseau. Et donc les bornes pourraient accepter d'être dans les deux sens, recharger le véhicule, mais aussi reprendre l'électricité des voitures pour la réinjecter dans le réseau. Ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, la borne le fait, la nôtre, celle qu'on installe. Donc, ça veut dire que dans quelques années, quand ce sera rendu possible, on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit comme changement, puisque la borne le fera. On me demande aussi souvent s'il y a des évolutions en termes de bornes. Il faut vous rendre compte qu'une borne, ce n'est pas très compliqué. C'est simplement des câbles et une prise, mais un peu plus renforcée. Ce qui est important, c'est ce petit compteur MID qui permet de faire la gestion de la facturation et le logiciel qui est derrière. Et c'est ça vraiment qui permet d'avoir des bornes qui sont assez performantes. Et ça veut dire que demain, on n'aura pas besoin de changer les bornes. Les bornes, une fois qu'elles seront installées, elles dureront 15, 20, 30 ans sans problème, puisque finalement, c'est comme une prise électrique dans votre maison. Vous n'avez pas besoin de changer la prise électrique tous les 4 ans. Voilà, donc c'est assez intéressant de savoir aussi qu'on va les garder pendant quelques années. On envoie des questionnaires d'adhésion. Donc, si vous avez, vous, des copropriétés, souvent, on le fait avant les AG. Donc, c'est préparé par Wattmatter. Vous pouvez l'anonymiser si vous voulez, parce qu'il y a un petit logo Wattmatter, c'est un endroit. On l'envoie au syndic que vous pouvez, du coup, le diffuser à toute la CP. Ça permet de récupérer des résultats de des personnes qui veulent acheter des bornes ou qui sont, en tout cas, dans l'envie ou l'idée d'avoir des véhicules électriques. Et ça permet aussi, en assemblée générale, de se rendre compte vraiment de la demande. Souvent, on est un peu surpris des résultats. Donc, n'hésitez pas à nous demander aussi d'envoyer les questionnaires avant qu'on puisse faire les AG. Soit on présente les résultats pendant l'AG, soit on vous les envoie juste avant. Voilà, j'en ai terminé. Donc, pour travailler ensemble, ce que je vous propose, moi, c'est que je vais envoyer un email de prise de contact avec, évidemment, le PowerPoint et la vidéo que vous avez vue aujourd'hui. Comme ça, vous aurez tout. N'hésitez pas à fixer un rendez-vous avec nos équipes, avec moi, pour qu'on puisse venir vous rencontrer, discuter des immeubles. C'est toujours plus sympa si on se voit physiquement. Nos équipes, je pense, vont vous rappeler début d'été pour un petit peu avoir votre feedback par rapport à ça et savoir si vous avez des demandes. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes directement. C'est toujours plus simple, soit par liste de copropriété, soit directement en fonction des copropriétés. Comme ça, on pourra travailler rapidement. Pour faire une offre borne, on n'est pas obligatoirement censé visiter le parking. On peut le faire directement si vous nous envoyez des plans et si on a assez d'informations. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et donc, pour faire une offre borne, il nous faut à peu près, on va dire, entre 3 et 5 jours pour pouvoir vous envoyer cette offre. Donc, on peut être assez réactif. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et une dernière chose, avant de répondre à vos questions, ces webinaires, on va en faire à peu près 4 par an. Aujourd'hui, c'était les bornes. Après l'été, début septembre, on va faire, comme on a fait l'année dernière, un événement dédié au syndic. On va dédier ça sur toute la partie pompe à chaleur, chaufferie, leasing, hybridation des chaufferies. C'est un sujet qui est assez prenant aujourd'hui.
Et donc, on va inviter dans un lieu les syndics. L'année dernière, on a eu une centaine de personnes qui étaient présentes. On va sûrement avoir un guest, on ne sait pas encore qui, peut-être un politique, peut-être quelqu'un chez Sibelga, peut-être quelqu'un spécialisé dans les copropriétés qui va pouvoir aussi parler du sujet de la production de chaleur dans les copropriétés, mais pas que, qui pourra vous exposer d'autres sujets. Donc, on va dédier ce projet-là. Vous allez recevoir ces informations prochainement. Et donc, n'hésitez pas à venir à cet événement. On sera très content de vous rencontrer. Voilà, je vais regarder les questions. Alors, est-ce que vous comptez aborder les règles actuelles liées à la région wallonne et les mêmes règles en Wallonie? Non, pour l'instant, la Wallonie, on n'a pas encore. On est sur les règles qui sont un peu plus floues, mais je pense qu'on est sur un même système. On reviendra avec un webinaire, je pense, spécialisé sur la Wallonie. Au cas par cas, on peut déjà répondre sur l'installation de bornes. On l'a déjà fait hier soir. On avait un projet. Et donc, on est sur une réglementation qui est assez homogène, mais on pourra y revenir. Un compteur dédié, cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir que les bornes dessus. Non, on n'est pas obligé d'avoir que des bornes. On peut avoir d'autres consommateurs, mais donc il y aura une répartition. Donc on saura en fait ce qui est réparti par les bornes, puisque chaque borne comptabilise en fait qu'est-ce qu'elle consomme. Mais un compteur, vous pouvez avoir l'éclairage du parking, vous pouvez avoir d'autres choses. On peut aussi y mettre des producteurs. Donc on peut ici aussi y connecter des photovoltaïques ou ce genre de choses. Donc, on n'est pas, quand on dit dédié, c'est vraiment qu'il y a quand même les bornes qui sont privilégiées, mais on peut connecter d'autres choses par rapport à ça. Par contre, si vous avez qu'un seul compteur, il faudra demander un deuxième compteur. Quand vous avez qu'un seul compteur dans la copropriété, on ne peut pas laisser toute la gestion. Il faut quand même séparer les choses. Mais par contre, si on a quelques petits consommateurs, ça, ce n'est pas un souci. Après, évidemment, c'est la limite de puissance des compteurs. Je réagis aussi à la question par rapport aux ascenseurs. Si vous avez des bornes plus des ascenseurs, ça fait beaucoup de puissance sur un seul compteur. Alors là, ce ne sera pas possible. Évidemment, si on a simplement l'éclairage du parking et des bornes de recharge, évidemment, là, c'est beaucoup plus simple. Il y a toujours cette question de puissance par rapport à ce que je vous ai expliqué sur le 80 ampères et le 56 kVA. On évite d'avoir des trop gros consommateurs sur le même compteur. Êtes-vous certain que le tarif du compteur KVA 250 est clairement sur du pricing de pointe? Oui, tout à fait. Quid de quand sont les voitures de société qui obligent à passer par leur opérateur? C'est impossible en copropriété. Sur les opérateurs aujourd'hui, les sociétés de leasing, pour en avoir côtoyé, on a appelé quand même pas mal de sociétés de leasing pour un peu discuter de ce sujet-là avec eux quand on construisait nos offres l'année dernière. Aujourd'hui, il n'y a pas la capacité de pouvoir mettre des bornes d'une autre marque ou quand vous choisissez par exemple Watt Matters, on sait très bien qu'on a le contrat pour faire l'installation des bornes. Et donc, l'opérateur qui a été choisi ne pourra pas installer en copropriété. Par contre, ce qui se fait souvent, c'est que les sociétés de leasing disent pour du résidentiel, j'octroie un budget de 2500 € et donc que je paye un opérateur. Et donc, c'est ce que j'alloue pour les personnes qui sont en copropriété. Parce que techniquement, un opérateur qui a été choisi par une société de leasing ne pourra pas venir faire une installation sur une copropriété, sauf s'il fait toute l'installation. Comment sont gérées les demandes qui arrivent au fur et à mesure au niveau de l'infrastructure? En fait, on a, à chaque fois qu'il y a une demande, je pense qu'on est sur un délai d'1 mois au niveau de l'installation, une fois qu'on a fait l'installation commune. Donc, on met un minimum de bornes. Je prends l'exemple de 4. Une fois qu'on a identifié ces 4-là ou que la copropriété a financé les 4 bornes, on installe. Et à chaque fois après qu'on a une demande, dans le mois, on vient installer la nouvelle borne. Donc, c'est vraiment au fil de l'eau, au fur et à mesure des demandes. Le compteur spécifique est dimensionné sur base du nombre maximal de bornes porteuses, 100% du parking. Non, évidemment. On fait en sorte, que je vous disais, de brider à 80 ampères. Et ça dépend des parkings. Avec 80 ampères, on peut déjà électrifier 40 bornes à minima. Donc, on est souvent sur cette configuration-là. On n'équipe pas des compteurs pour équiper 100% du parking. Déjà, je pense que ce ne sera jamais le cas. On n'arrivera jamais à équiper 100% d'un parking. Donc, c'est une hérésie, ça ne sert vraiment pas à grand-chose.
Pour la facturation, il vaut mieux utiliser un CPO à qui le syndic fait une note de débit en fonction de la consommation. Oui, on utilise évidemment un CPO, mais la refacturation, vous avez toujours la gestion de cette partie-là. Et le CPO, si vous n'avez pas des bornes qui sont rendues semi-publiques, le CPO ne peut pas refacturer directement les sociétés de leasing. Donc, il y a quand même la question de la contrainte par rapport au copropriétaire, puisque c'est le copropriétaire qui va être facturé, puisque le CPO va juste identifier la borne. Et derrière, c'est le copropriétaire qui devra aller chercher la facturation directement chez sa société de leasing ou chez son locataire, par exemple. Donc, c'est une contrainte par rapport à ça. Et le compteur spécifique est payé et géré par la copropriété, mais la demande Sibelga et le bon compteur est réalisé par Wattmatters. Tout à fait, on s'occupe de tout pour que vous puissiez avoir le moins de problématiques. Donc, toutes les demandes qui sont faites par Sibelga, c'est nous. On vous envoie simplement la facture en toute transparence de Sibelga pour pouvoir faire les travaux. Et évidemment, on discute avec vous avant de lancer les travaux ou quoi que ce soit, parce que vous avez toujours un droit de rétractation par rapport à l'installation de ces compteurs, de discuter avec la copropriété par rapport à toutes ces nouvelles, ces nouveaux travaux. Donc évidemment, nous, on s'occupe de tout par rapport à ça, donc vous n'avez pas de problème. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite un bon match aussi ce soir. Et je vous retrouve en tout cas en septembre directement pour qu'on puisse se voir et se rencontrer. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer des mails. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.